Bonjour et bienvenue pour ces premiers bruits de paddock de l'année 2026. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Olivier Hartz. Alors pour beaucoup, j'imagine que Olivier Hartz, ça ne dit pas grand-chose. Et pourtant, c'est un personnage qui a eu une influence assez énorme, selon moi, dans le monde de la vitesse, parce que tu as quand même fait des choses très diverses. Et c'est aussi un ami de longue date. Alors pour info, on s'est rencontrés, il y a quand même un peu plus de 20 ans quand même. 25 et en fait, à l'époque, Olivier travaillait chez Ducati, enfin la partie hollandaise, donc c'est Ducati, on peut dire quoi, Ducati Benelux, Ducati Benelux, ouais. Et alors, à cette époque-là, tu m'as demandé une offre pour faire un événement Ducati en partenariat avec Alfa Romeo, et c'était à Francorchamps, et c'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés, parce que c'est moi qui ai remporté, entre guillemets, le marché, et donc je me suis retrouvé à Francorchamps, et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je me rappelle aussi que, je crois, un an après, j'ai commencé la piste, et tu m'as retrouvé dans la file d'attente parce que tu travaillais à l'époque chez DG Sport, on va justement en parler. Et donc là, tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je dis, écoute, je commence le circuit. Et donc, c'était le début d'une longue histoire, n'est-ce pas? Absolument, voilà. Absolument. Merci Arnaud. Voilà, donc Olivier Hartz, on va essayer de reprendre dès le début. Alors, on a pris quelques dates clés, bien évidemment, et comme toujours. Et donc, selon toi, à partir de 1997, on peut commencer à parler de ta carrière dans le monde de la moto et surtout du fait que tu roules en moto. Donc, tu as roulé en coupe Yamaha Fazer en 1997. Donc, ça, c'est la première coupe que tu fais. Mais bien évidemment, avant ça, il y a de la moto des très jeunes. Non? Oui, absolument. Dans ma famille, on se demande toujours d'où j'ai chopé le virus. Parce qu'il y a vraiment personne qui a une passion pour le deux roues ou qui a de l'essence à la place du sang. Moi, ça a commencé avec les Camino, le Motorkit, l'histoire bruxelloise, à côté du shop à Liège, où on faisait faire des podomas sur mesure pour nos MBX 50, etc. Et puis après, a suivi toute la période enduro-moto et piste. Je me souviens encore, comme si c'était hier, avec quelques-uns de mes bons amis, une Golf 2 GTI 16 soupapes, une remorque avec 3 motos derrière qui dandinaient à 180 en allant au circuit de Lezen, le fameux circuit de la gendarmerie police française, où on avait un abonnement annuel qui coûtait un peu des sous, mais qui coûtait rien du tout. Quand on compare, je pense que maintenant... c'est un circuit qui faisait quoi? On paye une journée à Franco le prix qu'on payait là-bas, un abonnement annuel, très petit circuit, mais où je pense où on était 2 week-ends par mois pour aller se faire plaisir. À ce moment-là, j'étais l'heureux propriétaire d'une Suzuki Strat GSX R600. 600. Magnifique moto, avec lequel on a fait plein de voyages également. Et on passait de la route à la piste en permanence pendant ces années-là, jusqu'au moment où on s'est tous un peu ouverts à la compétition. Certains l'ont fait avec une Aprilia RS 2.5 dans le challenge très connu dans ces années-là. Et voilà, un collègue, après, ici récemment, Hans van de Ven, qui organisait tout à Zolder, était déjà énormément lié à Yamaha D'Ieteren Belgique. Et cette coupe Fazer 600, c'était magique parce que c'était une première année de compétition, des beaux événements. Un des derniers sujets était sur Michel Nigmans. Je me rappelle que lui était aussi partiellement dans l'Orguin. On a fait des courses ensemble avec la Hornet CB 600 Cup. Je me rappelle encore dans une pluie battante à Spa-Francorchamps. Il n'y avait d'ailleurs pas eu d'autorisation de faire la course parce que... Avec pneus pluie ou pneus normaux? Non, interdit. Hein. C'était des Pirelli, je pense, de Diablo Corsa, mais avec les bords slick sur le bord. Et on montait à des vitesses en aquaplaning avec ces motos-là, parce que ceux de la CB600 Cup, c'était des beaux furieux aussi à cette époque-là. Nous, on se tapait des bourres avec des gens comme Alex Verley, qui après ont quand même été bien loin au niveau Superbike. Moi, malheureusement, en vitesse pure, ce fut ma seule saison parce que
une année après, j'ai commencé à travailler comme responsable commercial chez Ducati Benelux. Ouais, à partir de 2000. Tu l'as mentionné. Ouais. C'était 99, mais ouais, deux saisons après, tu as raison, le temps passe vite. Et là, le directeur, Pam de Vries, qui est un de mes grands mentors, qui m'a quasi tout appelé, lui, il disait, l'usine Ducati fait de la course pour nous, toi, tu dois les vendre, stop à la course. Ouais. Et donc, à ce moment-là, malheureusement, des années après, quand je vois des gens comme Alex, on se bataillait un peu avec. Et quand je vois jusqu'où il a été, voilà, je ne pense pas qu'on était, moi en tout cas, une grande star, mais on arrivait quand même à visser la poignée comme il fallait dans ces années-là. Est-ce que, et on en avait parlé, je pense qu'on a un point commun aussi, c'est d'avoir tous les deux eu des parents qui nous ont dit tu n'auras jamais de moto. Oui, absolument. Ça, c'est sûr et certain. Moi c'est même un peu grave à dire, mais j'étais presque content à certains moments, et en 16 ans, que mes parents divorçaient. Ce n'était pas moi à la base, je te rassure, Arnaud. Mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir ma première Camino, et ça a mis les feux aux poudres. Ouais. Ben oui, moi aussi, un peu comme toi, en fait, on ne sait pas pourquoi j'ai aimé la moto et tout ça, mais bon, voilà, ça m'est tombé dessus à 10 ans, ça ne m'a jamais lâché, et je suis encore là, j'espère à votre grand bonheur. Bon, on continue, donc en fait, tu bosses chez Ducati, c'est sales manager. Oui, absolument. J'ai fait une année après l'école. J'ai fait une école commerciale privée aux Pays-Bas, où j'avais fait un stage au fameux Motorrad, le salon, je dirais, à Amsterdam, qui ne se tient plus depuis bien d'années. Et voilà, pour moi, c'était, on m'avait accepté pour un stage par l'école d'ailleurs, chez Ducati, donc comme fan de Troy Bayliss et autres à ce moment-là, c'était pour moi, donc je me suis décarcassé, je ne dois pas t'expliquer. Et au fait, pour la petite histoire, 6 mois après, j'avais décidé, parce que je travaillais les week-ends chez The Good Bike à Bruxelles comme vendeur, et j'avais décidé de travailler à un salon chez Suzuki pour The Good Bike comme vendeur, parce que je voulais quand même essayer d'intégrer le monde de la moto. Et le résultat, c'est que le premier jour du salon à Bruxelles, je fais mon petit tour, je passe sur le stand Ducati saluer les gens qui m'avaient proposé le stage 6 mois après. Et Pam, à ce moment-là, il m'invite au café 1 heure après. Et je débarque là, on démarre la discussion tranquille. Et puis il sort de son attaché-caisse quelques feuilles blanches et il me dit, tiens, voilà, j'ai contacté l'école. 1er juin, tu as fini l'école. Le 3 juin, tu commences chez nous, tu peux signer là. Et donc, c'était merveilleux parce que, voilà, après, toute l'histoire s'est enchaînée. J'ai fait 1 an de commerce interne et puis après, je dirais, responsable commercial, avec toujours, petit point, quand même plusieurs Ducati Store actuels que j'ai ouverts pendant ces années-là. On a commencé Zolder, on a fait Anvers, on a fait Bruxelles, à Waterloo, qui sont toujours des shops existants, qui ont, à part Zolder avec Johan, changé de propriétaire, mais quand même de belles années. Donc 4 années Ducati, alors là il y a un changement assez majeur, et d'ailleurs c'est un peu à ce moment-là qu'on a commencé à plus se voir aussi, puisque tu pars en fait chez DG Sport, Bikers Day, DG Sport, avec pas mal d'idées de développement de commerce à ce sujet. Qu'est-ce qui t'a fait switcher de Ducati à Bikers Day, enfin à DG Sport? C'est très simple. Voilà, on va dire que le directeur principal n'était pas quelqu'un avec lequel l'entente passait bien. Et à un certain moment, voilà, il y a eu besoin de quelque chose de neuf après 4 années. Moi, j'organisais déjà depuis plusieurs éditions le Ducati Day à Spa-Francorchamps avec Christian Jupsin, qui est, je dirais, qui était le big boss chez Bikers Day SDG Sport. Mon deuxième mentor, absolument, on va dire ainsi, moins impliqué puisque c'est Florian qui fait le day-to-day business actuel. Et quand je lui ai raconté cela, en plus j'avais même suivi et fait toutes les étapes, il m'avait un peu dégoûté de la moto à ce moment-là pour devenir directeur commercial chez Cadillac, qui était distribué par des dealers Opel à ce moment-là. Donc, bien, heureusement que j'ai vu Christian, qui, quand je lui ai dit ce sera sans moi le Ducati de l'année prochaine, il m'a dit il faut que tu viennes à Theux. Et j'ai été, on a discuté 1 heure. Et toute l'histoire, la grande histoire, parce que c'est au fait le plus gros chapitre, je dirais, dans ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans la moto, je l'ai écrit avec Christian, en tant que son bras droit, avec,
tout d'abord un développement européen des Bikers Days, Oui. puisque Richard Rubin travaillait déjà avec Christian à ce moment-là. Oui. Je crois qu'ils avaient fait une fois Mugello et Dijon, Oui. mais le reste, on restait client principal à Spa. Et puis nous, on a développé le concept avec toutes les journées circuit MotoGP, Superbike, qui sont toujours... Le Bikers Day reste une organisation, d'abord, je dirais, forcément la plus prestigieuse de Belgique, ça c'est assez facile à dire. Même d'Europe, hein, on peut dire. Oui, et puis, moi j'y travaille aussi comme instructeur, mais bon, ça c'est un autre sujet. Bon, là, à cette époque-là, il y a plein de choses, parce que bon, chez DG Sport, tu t'occupes de ça. Il y avait aussi, à l'époque, il y avait la Bikers Cup que tu as lancée aussi. Oui, avec la première édition des 8 heures de Spa qui sont devenues 6 heures par après. Absolument. Il y a eu des événements comme les Bikers classiques, qui ont quand même connu. Je dirais, j'ai eu le plaisir de côtoyer les plus grands champion du monde, hein, parce qu'au final, que ce soit Agostini qu'on a eu plusieurs fois, mais on a eu Spencer, on a eu Schwanz, on a eu Mamola, ils y sont tous on passés. avait toutes les motos de ces années-là, j'ai découvert, moi j'étais plutôt un enfant, fin années 80, 90, j'avais, grâce à mon parrain qui travaillait chez DAF Trucks, on avait des entrées j'ai fait les dernières éditions du Grand Prix 500 à Spa, mais j'ai découvert les années 60, 70 qui étaient des années, on a un peu d'essence dans les veines, ce sont des motos qui sont juste phénoménales quand on voit la technologie, les régimes moteurs qu'ils atteignaient déjà à ce moment-là. Donc les classiques, on a organisé plusieurs éditions du Mototour, qui était aussi l'avenue du rallye. Mototour Belgique, il a fait combien d'années? Ou deux? Je pense 2 ou 3. Ok. C'était difficile. Ça n'avait jamais, je dirais, ça n'a jamais connu le même succès qu'en France, où il y avait vraiment quelque chose qui était fortement installé. En France, ils ont une vraie culture de la moto, un grand pays, une météo qui est logiquement meilleure, et donc forcément beaucoup plus de... On sent clairement qu'en France, les racines de la moto sont ancrées bien plus loin. Donc Bikers Day, DG Sport, là tu mets en place toutes sortes de choses. Après, en 2007, alors quelque chose d'assez prestigieux quand même, Operation Manager Team All-Star Suzuki. Oui, ça c'était grâce à notre ami commun de nouveau, Werner Speckart, qui a été jusqu'au dernier jour le grand designer de toutes les folles années des designs Suzuki All-Star en mondial, Superbike, Supersport et Superstock. Et je fais une toute petite parenthèse par rapport à Werner Speckart, qui a actuellement un de mes casques. Donc je vous l'avais déjà présenté, donc c'est quelqu'un qui est designer, qui peint des casques, mais pas que. Et donc d'ici peu, il y aura aussi un sujet sur le nouveau casque qui arrive. Et donc oui, Werner t'a donné la possibilité, donc il t'a fait rencontrer Bata, monsieur Bata. Voilà, absolument. Francis Bata et Patricia, ils cherchaient, on va dire, un nouveau bras droit à ce moment-là pour le team en Superbike. Et donc voilà, c'est un peu la mort dans l'âme que je dirais, j'ai dû annoncer à Christian que j'avais envie d'un nouveau chapitre, parce que, encore une fois, le mondial Superbike qui te fait de l'œil, c'est pas des options qu'on te propose chaque jour. Après voilà, ça a été, comme dans beaucoup de choses, un énorme apprentissage. C'était une année assez compliquée. J'ai fait qu'un an aussi parce que c'était l'année où All-Star a perdu le gros sponsoring de Corona qu'ils avaient depuis, je pense, bien 10 saisons. Donc, saison compliquée financièrement. Mais voilà, saison à voyager partout dans le monde, avec des gens comme Max Biaggi et Yukio Kagayama comme pilote. Avec Max, ça ne s'est pas tellement bien passé parce que, voilà, on connaît son caractère et quand j'ai essayé de l'obliger à faire les séances de signature en Australie à la première course, et il n'a pas très bien réagi, le monsieur, et j'ai pris un sacré vent, mais ça s'est retrouvé après de suite avec son manager, donc c'était pas simple. Et déjà, si tu dis Biaggi et obligation, il y a déjà un problème. Tu vois, absolument. Ça ne pouvait pas aller. Mais par contre, il y a quand même un truc, parce qu'il y a plein de gens qui nous regardent, mais en fait, il y a plein de gens qui ne savent même pas qui c'est All-Star Suzuki. Tu vois. Donc, quand même, pour information, c'est quand même un des top teams
des années 80, 90, 2000. Voilà, ils ont été champions du monde en 2005 avec Troy Corsair, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et puis champion aussi avant au Super Sport avec Chambon. Oui, oui, enfin, ils ont eu plein de titres, mais c'était donc une entreprise liégeoise. À l'heure. Voilà, et donc All-Star Suzuki, ça a été, pour tous les amateurs de sport moteur et de Superbike principalement, c'était vraiment un acteur principal du championnat World Superbike à l'époque, et donc on parle de pas du tout un petit team, c'était un gros bébé. Absolument, parce que voilà, même en collaboration avec G-Sport à ce moment-là, qui était l'organisateur du Superbike, ils mettaient en place l'énorme structure dans le paddock, dans lequel ils interviewaient les pilotes, il y avait les expos des motos, c'était un paddock show énorme, c'était eux les précurseurs de ce genre d'idées, parce que ça, c'était vraiment la force de Francis et de Patricia, de mettre des choses en place que personne n'avait jamais vues. Être un peu en avance sur leur temps, quoi. Absolument. Bon, après un an donc, chez All-Star Suzuki, tu quittes ce poste et tu reviens chez DG Sport, mais là avec une nouvelle casquette. Oui, absolument. Voilà, la chose était claire quand je me suis peut-être rendu compte que mon expérience n'était pas ce que j'en attendais. Voilà, j'ai été retrouvé Christian qui à ce moment-là a dit « Ok, bon, mais t'es parti une fois, si tu reviens, je te mets comme gérant de la société et on est reparti pour un beau développement. » Et voilà, je le remercie encore aujourd'hui que ça a été le cas parce que ça a ramené un gros chapitre. Sur ton CV, c'est une grosse ligne, quoi. Absolument, avec vraiment des beaux projets, une belle, qui reste partiellement une partie familiale, je dirais, bien sûr, dans cette équipe. Et voilà, je salue. Ton arrivée correspond aussi à la création du team Yamaha DG Sport et ROC en mondial d'endurance. Donc vous créez un team pour aller courir en mondial d'endurance. Et ça, c'est aussi c'est toi qui as lancé le projet. Oui, absolument. Bon, c'était une envie de Christian, d'avoir un jour un team en endurance. Et comme je dirais, le mot du boss à cette époque-là était très clair. Pour une société qui développe pendant toute l'année des événements sur piste, pouvoir utiliser cette connaissance dans l'organisation opérationnelle, logistique, en mettant les bons éléments au bon endroit et pouvoir se profiler dans un mondial d'endurance, c'était un peu une carte de visite. La première année, ce fut sous le nom Team Bikers Days, 199. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'était Magique. À ce moment-là, c'était des années avec un support de Yamaha, Bernard de Longueville, qui lui m'a amené plus tard dans l'histoire d'Ainez, on va y venir. Nous faisait déjà confiance à ce moment-là. On avait un support de Yamaha Europe et surtout, on était aussi team de développement du côté Michelin. Donc on avait vraiment, c'était grâce à Yamaha et Michelin qu'on a pu mettre cela en place. Mario Cuper, KM99 actuel, était déjà le motoriste qui préparait les motos. Et voilà. Et pilote, première année, c'était qui ? C'était très simple, c'était Grégory Fastré, Marc Fissette et Raymond Schouten. Et c'est avec eux qu'en 2010, on a gagné le Bol d'Or, qui était à notre première participation. On ne l'a plus gagné après, parce qu'après les Yamaha avaient un peu des soucis de surchauffe, et ça nous a quand même un petit peu, je dirais, enquiquiné dans nos années. J'aurais préféré avoir la moto actuelle que celle qu'on a eue de 2010 à 2014. Mais c'était le premier crossplane. Absolument. Et il chauffait. Bruit magnifique, incroyable moto, facile à piloter pour les pilotes. Mais voilà. Après, vous avez fait rouler des gars, alors beaucoup de gens l'ignorent, mais vous avez donné aussi sa chance à Lucas Maïs. Absolument. À Didier Van Kemelen. Il y en a Alex Kudlin, on a eu Gianluca Vizzello qui était au top en Super Stock 1000 en championnat d'Europe ces années-là. Donc oui, on a vraiment fait rouler des chouettes gars, Olivier Deporte aussi comme belge. Donc on a toujours essayé d'amener la touch belge ou internationale. Mais voilà, quand on voit aussi, je pense on ne va pas dire, mais qu'on a remis une partie, le pied à l'étrier,
à Lucas Mayaz à ce moment-là, Ouais. qui jouait au Chevalier Ouais, dans ouais. ces grandes années-là. Mais voilà, qui quand faisait- on voit sa carrière maintenant et comment il est avec le GMT 94, qui c'était- était déjà team Ouais, ouais. concurrent, mais qui nous aidait énormément avec leur connaissance chez Yamaha dans ces années-là. C'était l'époque où il était sourd-muet. Oui, on va l'appeler ainsi. Il sait de quoi on parle, si jamais il regarde. Bon, alors, passion moto, ça dure 3 ans. Oui, on a fait 4 saisons. 4 saisons au total, où on a quand même eu, à côté du bol, on a remporté les 8 heures au Qatar. Ouais. C'était aussi avec Raymond Oui, Schouten ouais, avec ouais. nous et Didier Van Kemmelen. De nuit? Oui, oui, absolument. Top, on ça. a fait 3e à Auchersleben. Il n'y a que Le Mans où, malheureusement, voilà, Le Mans, ça a toujours été notre pire cauchemar avec, Ok. avec des abandons. Je ne pense pas qu'on a fini une fois la course. Donc, voilà. Toujours un petit regret à ce niveau-là. Mais La voilà, dure loi de l'endurance. exactement. Bon, alors, après ça, en fait, tu fais quand même un revirement de cap assez brutal, j'ai envie de dire. Alors, tu es aussi passionné de vélo. Oui. Cette passion arrive, elle te mange assez rapidement, on va dire. Tu t'investis déjà beaucoup aussi. D'ailleurs, toujours maintenant, d'ailleurs, parce que tu n'arrêtes pas de faire du vélo, ça c'est une chose. Absolument. Et donc là, tu pars, tu quittes le milieu du vélo et tu pars, moto. tu quittes la moto, le monde de la compétition, et tu pars travailler dans le monde du vélo. Absolument. Bon, à la base, le vélo était déjà une passion, mais le choix était plus un choix familial. Toutes Ouais. les années, que ce soit avec Alstar ou avec DG Sport, Tout à on fait. voyageait énormément. Et il y a un moment où voilà, les enfants grandissent un peu, te font des fois une remarque que ben voilà, ils ont préparé leur liste d'anniversaire avec les copains et je me dis mais mon nom il est pas dessus et quand ton fils de 6 ans te regarde en te disant mais papa t'es jamais là, pourquoi je t'inviterais, on prend un peu, C'est horrible. Ouais, on prend des claques à la figure. Donc voilà, le choix était vraiment plus là. Je dirais, j'avais fait aussi un peu le tour des événements moto. Et là, donc, voilà, j'ai eu ma chance dans une société qui s'appelle Sapma, Ouais. qui est à Eupen, de me lancer en sales et marketing avec des belles marques prestigieuses au niveau des roues, les suspensions Fox Ouais, ouais. dans le vélo. Et donc, ça a été vraiment un chouette chapitre pour, on va dire, se réinventer un peu et être un peu plus Ok. sédentaire. Donc tu travailles 4 ans dans le monde du vélo. Alors de nouveau, nouveau monde, nouveau milieu, nouveau tout ça, mais tes vieux contacts ne t'oublient pas. Et donc de nouveau, à cette époque-là, Bernard de Longueville, ex-patron d'Itoren Yamaha et tout ça, a lancé sa propre entreprise, qu'on ne citera pas puisqu'elle n'existe plus. Et il a besoin d'un sales manager pour gérer Denez Belux, c'est bien ça? Absolument, absolument. Bernard avait réussi. Bon, il a travaillé quelques années, je pense, mais à convaincre les Italiens de switcher d'agent, je dirais, pour le Belux. Et ben, étant à Arts, je pense, un des premiers dans son calepin ou téléphone, il m'a sonné, il m'a dit, voilà Olivier, j'ai de quoi te proposer. J'ai signé ça. Bon, moi, voilà, j'avais fait mon tour dans le vélo, je m'étais posé un peu plus, donc voilà, la batterie était bien rechargée après 4 années dans le vélo. Et voilà, encore maintenant, je rentre d'ailleurs encore dedans. Mon premier cuir acheté chez The Good Bike était d'ailleurs un Dainese noir 2 pièces. Et donc je me suis dit, waouh, travailler pour cette marque emblématique, historique, et pouvoir développer ça, ce serait quand même une grande fierté. Ouais. Et donc voilà, fin 2018, j'ai d'ailleurs eu le rappel, il y a même pas 2 ou 3 semaines, Bernard et moi, on posait dans le showroom à Vicenza pour lancer cette belle collaboration. Ouais. Oui, alors en fait, dans la durée de cette histoire, si je me souviens bien, en fait, l'entreprise de Bernard a été rachetée par Beer, on va dire ça, voilà. Absolument. Mais Denez n'était pas inclus dans le package, et donc il a fallu que tu prennes ton petit paquet et que tu trouves un accord avec Bernard, et que finalement, en fait, tu deviennes responsable et tu t'occupes personnellement de Denez Belux. Absolument, et je tiens encore à le remercier parce que voilà, il m'a donné ma chance pour commencer, mais il m'a aussi, je dirais, donné ma chance et le respect commercial de me donner, je dirais, l'occasion de racheter la carte, comme on appelle ça en termes commerciaux, en tant qu'agent. Ouais. Et voilà, actuellement, je dirais, on est toujours aussi fiers de travailler pour cette belle marque, mais c'est quand même Bernard qui m'a donné ma chance au début, et maintenant on continue sur cette belle lancée. Ok, fantastique. Bon, c'était en 2018 que tu as commencé l'aventure Denez, hein? Absolument. Ok, on est en 2025, ça fait 7 ans. Oui. Et tu es toujours occupé.
Absolument. Ok, mais on va le dire, encore une passion arrive à un moment de ta vie, ou alors elle était déjà là depuis le début, mais là tu pars sur 4 roues, et donc ça c'est plutôt, je pense, Hans van de Ven, donc encore un vieux contact, Hans van de Ven, Zolder, enfin tous ceux qui connaissent un peu Zolder connaissent Hans van de Ven, et donc c'est Hans van de Ven qui te rappelle et qui te propose un poste, enfin en tout cas une responsabilité qui est, en tant que, on appelle ça le Series Manager de la Porsche Carrera Cup Benelux. Donc, ils ont une carte où ils ont la responsabilité de Porsche Motorsport d'organiser tout ce qui est compétition. Ouais. Moi, j'avais mon bagage organisationnel, événementiel, de mener toute une équipe avec des projets de A à Z, que ce soit de la création, la mise en place, la communication derrière les réseaux sociaux, mais aussi l'expérience d'un championnat, de mener un team, etc. Et voilà, j'ai commencé fin 2019 avec un championnat mal en point à ce niveau-là, mais qui est maintenant très bien établi comme un des plus beaux et plus hauts niveaux européens. Te connaissant, ça doit être carré. Hein c'est organisé avec des Allemands. Je vais dire, c'est plus carré que les Italiens chez Dainese. Ça, c'est pas difficile, on ne peut pas dire. Si on peut dire. Bon, mais bien évidemment, tu touches à la compétition bagnole, donc qu'est-ce que tu fais? Tu te mets à rouler en bagnole. Oui. Tu t'entraînes principalement en Fun Cup. Oui. Ok. Et en 2022, tu fais quand même deuxième au général des 25 heures Fun Cup à Francorchamps. Sur 125 voitures, une belle fierté. Ouais. J'ai arrêté ça après 5 saisons. Tout est par cycle de 5 au fait chez moi. Je m'en rends compte en ayant les chiffres ici. Mais oui, exactement, ce fut une belle aventure. Parce que voilà, tout ce qui est compétition reste quelque chose de passionnant, qui amène une certaine adrénaline. On va dire qu'avec la crise de la quarantaine, on préfère être en sécurité dans un baquet, même si chaque cuir Dainese actuel pourrait parfaitement me protéger, mais je préfère quand même la sécurité pour l'instant. Ouais. Enfin bon, tu es toujours, j'imagine que cette série Porsche Carrera Cup Benelux, oui, elle te bouffe une énergie folle, non? Oui et non, voilà. Enfin, je veux dire, par rapport à Dainese, c'était quoi, 50-50? Non, c'est vraiment 50-50. C'est 2 full-time, ne nous mentons pas. Oui. Mais comme, au fait, les périodes d'organisation, Dainese, on travaille énormément avec de la précommande. Donc, on a un travail qui est, je dirais, de fin juin à fin septembre, avec une petite campagne en mars, quand il n'y a pas d'événement voiture, pendant que la prépa du championnat voiture, lui, se fait d'octobre à janvier, quand on a beaucoup moins à faire dans un monde de la moto, vu la météo que nous avons, et qui est lancé après. Donc, on ne chôme pas, mais voilà, ça c'est l'affaire d'un petit indépendant. On sait très bien comment ça fonctionne, et quand on s'amuse et qu'on a la fierté. Voilà, je suis sorti des bords de l'école en 98 et depuis, j'ai jamais écrit un CV et je travaille dans le 2 roues, dans le 4 roues. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le plaisir de se dire ça. Bah, c'est pour ça que tu es là. Absolument. Bah oui, je ne t'aurais pas invité si ce n'était pas le cas. Merci à toi. Donc félicitations pour cette carrière qui est loin d'être finie, n'est-ce pas? Espérons-le. Voilà. Bah oui, je te le souhaite, on touche du bois. Bon, ben écoute, les bruits de paddock, je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à toi, ton feeling ou tout ça, un remerciement en particulier? Non, je crois que tu en as déjà fait pas mal. On en a fait pas mal à nous deux. C'est une belle fierté et j'espère que dans 25 ans, notre belle amitié tiendra toujours. Moi, si on tient jusque-là. Oui, effectivement. Oui. Bon, mais les bruits de paddock, c'est aussi, on parle un peu compétition. Alors là, on va rentrer dans une partie, enfin déjà tout est full impro, mais là c'est full impro parce qu'on n'a rien préparé. Bon, maintenant on va un peu parler MotoGP, Moto2, Moto3, Superbike. Bon, alors tous les championnats sont à l'arrêt. Les derniers tests, on en a parlé dans les derniers bruits de paddock. Les prochains tests sont aux alentours de fin janvier, donc on est vraiment dans le creux de la vague et il y a peu d'infos qui circulent. Alors c'est clair que pour le moment, c'est un petit peu la chaise musicale pour pas mal de monde, particulièrement face à 2027 avec le changement de réglementation. Donc il y a pas mal de décisions qui sont prises. On essaye d'aller chercher des gens du Superbike qui connaissent bien les Pirelli pour essayer de voir s'ils vont s'adapter mieux que les autres. On sait que Razgatlioglu va rouler cette année pour la dernière année en 1000, mais la majorité, enfin j'ai envie de dire que la majorité des espoirs sur ce pilote sont plus portés vers 2027 en 850 avec les pneus Pirelli. Au même titre
titre que Boulega, qui lui, on compte sur lui pour être champion du monde World Superbike cette année avec la nouvelle Panigale Air qui a été présentée dernièrement. Et c'est vrai qu'il est favori au championnat et on parle de lui chez Ducati en 2027. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. En fait, qui fera le bon choix? Alors cette distribution avec des nouveaux pneus et la réglementation qui s'est mise en place, d'ailleurs j'ai écrit un article là-dessus qui a été posté sur Facebook et qui a eu un succès de folie, je ne sais pas très bien, enfin bon, ça a eu un succès. Donc si vous ignorez ce qui se passe au niveau de la réglementation, allez sur Facebook et lisez l'article. Je n'ai pas pu le poster ailleurs parce qu'il est trop long, donc attendez-vous à avoir 5-10 minutes de lecture. Mais c'est vrai que ça change fortement la donne et en fait tout le monde se demande qui va pondre la bonne moto. Voilà, c'est aussi simple. Quel est avec le recul, ton analyse qu'est-ce que tu penses, on va dire, du MotoGP, du Moto2, du Moto3 quelle est ta vision, avec un peu de recul, sur ces 3 championnats et principalement le MotoGP? Je pense que voilà, ça reste la référence. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que dans toute l'organisation, il y a tellement d'échos négatifs sur leur manière de rendre cela un peu comme la F1, on sait que Liberty est derrière tout, donc ça peut changer gros. Et moi, c'est vu du côté des pilotes par rapport à ce qu'on lit, parce que voilà, des gens comme Marquez, etc., ont quand même bien mentionné ce qui les contrarie. Donc j'espère que, je dirais, l'entertainment ne va pas l'emporter par rapport à la passion qui, au fait, nous fait vivre tous comme motards. Et pourquoi on a des stades complets et des courses complètes en sold-out actuellement. Ça doit rester accessible, le spectacle doit être là. Moi, perso, j'apprécie le retour un peu en arrière, avec le moins de puissance, le moins d'assistance, parce que j'ai vraiment l'impression qu'actuellement, bien sûr, c'est les pilotes vedettes qui font toujours la loi, mais qu'on comprenne ou pas, l'électronique joue quand même un peu sur le talent. Donc ce serait quand même mieux que ce soit le vrai talent des pilotes qui puisse parler à 100% comme on l'a toujours eu. Clairement, dans cet article que j'ai écrit, j'explique tous les 4 points qui en fait vont dans le bon sens. Ça veut dire que clairement, toutes ces décisions sont bonnes. Parce que le pilote va être un peu plus remis à l'honneur, moins la technicité de sa machine, moins d'aéro, moins de puissance, plus de aid device, donc plus moyen de bloquer la fourche en avant, plus moyen de l'arrière, tout ça va être bloqué. Donc va revenir quelque chose de plus comme avant, avec moins d'influence sur l'aéro, qui a une influence très négative sur les dépassements, sur la température des pneus, enfin et tout ça. Donc clairement, le championnat va dans le bon sens. Maintenant, c'est vrai que Liberty Media fait peur. Parce que beaucoup, comme toi, comme moi, on a tous peur qu'il dénature ce sport. Et voilà, maintenant il faut se dire que c'est du business, qu'on veut mettre en avant un sport qui est quand même magnifique et très spectaculaire. Parce que c'est pas pour rien que les pilotes de Formule 1 regardent le MotoGP, et quand tu leur dis tu as envie d'essayer, la plupart disent non, il n'est pas question que je monte là-dessus, j'ai pas envie de mourir. Oui, ça reste quand même un spectacle magnifique, et je pense qu'effectivement avec la réglementation 2027, ça va bien changer les choses, et ça va faire aussi de l'année 2026 une année de transition très bizarre, parce que le développement va être stoppé sur plein de choses. Qui va vouloir gagner? Évidemment, tout le monde va vouloir gagner. Alors on connaît tous le favori, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et voilà. Mais c'est vrai que Liberty Media, alors je vais pas être trop long à ce sujet, mais je crois qu'ils peuvent en faire quelque chose de supérieur au niveau média et gagner de l'audience, parce que clairement, c'est aller chercher des gens qui ne regardaient pas la moto. Absolument. Parce que c'est ça le but. C'est final, ça aussi où on voit l'évolution de la F1. Quand je vais voir la F1 à Spa, le public qui est là, ce n'était pas des fans de la première heure. C'est des familles qui sont là, en famille, parce qu'ils aiment le spectacle et ils se sont liés, je dirais, on va peut-être pas appeler ça d'amour, mais en tout cas, par rapport au sport. Et je pense que ça peut faire du bien à la moto en général. Pour créer un rajeunissement. On le voit ici aussi chez Dainese Luxembourg. Quand je vois l'évolution des jeunes permis, etc., c'est très positif. Il y a des jeunes, même s'il y en a de moins en moins, mais ça bouge dans un sens positif pour trouver cette liberté, reprofiter de la moto. Et ça aussi, le sport au plus haut niveau doit faire rêver
et doit donner envie aux gens Ouais. d'utiliser Ouais, ce genre de... Je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport au fait que je pense que Liberty Media, ce qu'ils veulent amener, c'est des nouveaux motards, des futurs motards. C'est ouvrir. Alors c'est vrai que c'est positif et négatif parce que c'est vrai que ça peut aller un petit peu... Voilà. Ce que je trouve en tout cas, ce qu'il faut diminuer de manière claire, et c'est clair que quelques pilotes ont déjà été très clairs là-dessus, c'est qu'il faut arrêter de faire des conneries aux pilotes, à jouer, à faire des bêtises, à faire des réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, c'est des gars qui sont quand même pilotes. Quand je vois, pour avoir assisté, la concentration, la technicité, la préparation mentale, la concentration nécessaire pour montrer sur une moto GP, quand on voit qu'ils sont obligés de tous aller à cette espèce devant l'hymne national, ils sont obligés de quitter leur manager, leur mécano et tout ça pour aller là, alors que normalement, c'est les dernières minutes où on cause des dernières choses qu'on va mettre au point, le dernier mapping, le dernier choix de pneus. Et donc, c'est un moment crucial où les pilotes ne devraient pas être sollicités, ils le sont. Et parfois, on leur fait faire des choses ridicules. Et ça, j'espère que ça va diminuer. Mais je ne pense pas que c'est grâce à ça qu'ils vont faire grandir le sport, quoi. Donc voilà. Bon, maintenant, en Superbike, je pense que clairement, le règlement va devoir être revu. Il est prévu qu'il soit revu aussi, ça les gens l'ignorent, parce qu'en fait, aujourd'hui, avec la diminution de cylindrée des MotoGP, en fait, les Superbikes risquent de rouler dans les mêmes chronos, quasi. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi que le World Superbike va nécessiter une refonte du règlement technique pour avoir moins de performance de nouveau. Et en plus, là, ils vont... Alors ça aussi, c'est tout nouveau, c'est que donc il y a le chain donc Pirelli va suivre tout le championnat du monde GP pour toutes les catégories GP, et Michelin va aller s'occuper du World Superbike et toutes les catégories Superbike. Donc il va y avoir de nouveau une donnée différente, et je pense que ces deux championnats vont être fort changés dans les 2 années à venir, et ça, c'est pas plus mal. On ne peut pas terminer cette émission sans parler de Barry. Non. Barry Baltus, numéro 7. J'ai été à la soirée à laquelle je me suis beaucoup amusé. J'ai été à la soirée aussi à laquelle j'ai pu voir en fait que sa cote de popularité est en train d'exploser, ce qui est plutôt pas mal. Il commence à être de plus en plus sollicité. Et bien, c'est vrai que les attentes pour l'année prochaine sont très élevées. Hein. Absolument. Moi, ce que j'admire chez lui, c'est la maturité qu'il a attrapée. Quand je compare il y a 2 ans, même il y a 2 ans, oui, la manière dont il parle à une interview, voilà, maintenant il a une aura d'un vrai pilote professionnel, en plus d'avoir la vitesse. Donc je félicite Zelos et leur équipe sur le travail qu'ils ont fait avec Barry et Barry sur lui-même, parce que je trouve maintenant que, je dirais, on l'avait déjà vécu avec Xavier. Bon voilà, Barry fait encore un step mieux que Xavier au niveau des résultats. Donc voilà, l'espoir fait vivre de peut-être avoir ce step pour les années où on viendra au 850. Mais en tout cas, moi, je peux parler pour moi seul. J'avais un petit peu délaissé le Moto 2. Et maintenant, grâce à Barry, honnêtement, et je pense que ce n'est pas que sur la Belgique, où on voit comment Fantic travaille avec lui, ils ont une vraie confiance en lui pour l'année prochaine. Son team était présent au dîner, donc ça, c'est quand même des Italiens, donc je ne m'attendais pas à les voir. Mais ils étaient là, on a un peu discuté, parce qu'en fait, en projet, mais on doit en discuter avec Zelos, on voudrait refaire le reportage qu'on a fait cette année, mais bon, cette année c'était à Seine, malheureusement il a chuté. Donc il y avait plus de pression. C'est aussi un GP où il y a Zelos qui vient avec tous les partenaires, avec tout ça. Donc en fait, on a décidé de trouver une nouvelle location, enfin un nouveau circuit pour aller faire cette interview, enfin ce sujet. Et ce sera Silverstone ou plus probablement le Sachsenring. Parce que le Sachsenring permet d'avoir plus de possibilités, c'est moins grand et tout ça. Et donc à venir et à confirmer. Un petit mot pour terminer ? Un grand merci pour ce joli récap, je dirais, de ma vie professionnelle. C'est un véritable honneur et j'espère que ça a quand même un peu intéressé tous ceux qui suivent bien votre émission. Longue vie à Carter et Piston. Je l'espère. Alors en fait, si vous voulez, évidemment, en fait, pour que vous compreniez bien mes intentions, en fait, j'invite des gens qui, alors selon moi, Olivier Hart est une personne
de l'ombre, parce que très peu de gens l'ont connu, et pourtant, comme vous le venez de le constater, il y a une carrière derrière qui est assez impressionnante, derrière la vitesse belge. Et en fait, j'aimerais mettre à l'honneur tous ces gens qui ont participé au monde de la vitesse, tous ces gens qui ont participé ces dernières années, passés, présents, mais aussi futurs. Et donc, tous les bruits de paddock, j'aimerais en fait toujours les associer à une forme de portrait d'une personne qui a marqué la vitesse, quelqu'un qui a apporté quelque chose, qui a vraiment permis à la vitesse de grandir. Et donc, c'est comme ça que je vois les bruits de paddock pour l'année 2026 et sans doute les années à venir. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite encore une fois bonne année. On se retrouve le 1er février pour le lancement de Carter et Piston 87. Et d'ici là, bien évidemment, et comme toujours, gaffe sur la route.